Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais pas née en 1900. Du coup, je n'ai pas assisté à la construction et à la naissance du métro de Paris. En revanche, j'ai la chance d'être là en 2019, à l'aune d'une décennie historique en matière de construction de métro. En effet, si vous n'en avez pas encore entendu parler, depuis quelques années déjà, les chantiers du Grand Paris Express se dévoilent aux quatre coins de Paris. Ce grand projet, c'est de doter l'agglomération parisienne d'un nouveau super métro pour se déplacer de banlieue en banlieue sans passer par Paris. C'est donc une rocade géante qui va venir doubler la taille du métro actuel avec 4 nouvelles lignes et 200 km de voies. Les premières mises en service sont attendues pour 2024, voire plus tard. Je ne vais donc pas parler aujourd'hui d'un métro qui n'existe pas encore. En revanche, j'aimerais me concentrer sur les chantiers du Grand Paris Express qui prennent forme autour de Paris. Depuis cette année, tout s'accélère. Les chantiers se multiplient, les tunneliers rentrent en service les uns après les autres, si bien qu'on espère en voir une vingtaine en fonctionnement d'ici l'année prochaine. Du coup, il s'agit pour moi d'une occasion unique de vous expliquer comment on construit un métro à l'aune des technologies les plus performantes. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les étapes de construction d'un métro, c'est pourquoi je vais me concentrer sur 3 phases de chantier qui me paraissent particulièrement passionnantes. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, je me suis carrément rendue sur place. Du coup, c'est parti! Ici, je suis sentier d'égarement à Malakoff. Et derrière moi, il ne se passe pas grand-chose. Vous ne voyez pas de chantier, donc vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec le sujet de la vidéo. En réalité, je suis sur le tracé de la future ligne 15 du Grand Paris Express. Ici, comme sur des centaines d'autres endroits précisément identifiés en Île-de-France, il a fallu étudier le sol en effectuant ce qu'on appelle des sondages. En effet, avant de commencer les travaux, encore faut-il connaître le terrain. En l'occurrence, dans la rue où je suis, on a effectué un sondage carotté, c'est-à-dire qu'on a foré le sol pour prélever une carotte, un échantillon que l'on envoie à l'étude. On a foré jusqu'à 45 mètres de profondeur et jusqu'au plus profond du sol, on a trouvé du calcaire grossier, de l'argile plastique, du calcaire de Meudon et de la craie. Mais alors, à quoi ça sert de savoir ça et pourquoi c'est très important? Eh bien, on va voir ça tout de suite. En fait, même si on les prélève très en amont des chantiers, les carottes vont servir pendant toute la préparation des travaux jusqu'à la fin pour qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions. Globalement, ces études géotechniques ont permis de bien connaître le terrain. D'abord, cela permet d'ajuster le tracé du métro en fonction des difficultés identifiées dans le sol. Il faut éviter les obstacles comme les nappes d'eau souterraines, les anciennes carrières, passer par les endroits les moins risqués géologiquement et ne pas porter atteinte aux ressources naturelles du sous-sol. Du coup, selon les résultats des sondages, on a pu ajuster le tracé et la profondeur des tunnels. Et puis, ces études permettent de choisir le type de tunnelier à utiliser. En effet, un tunnelier, c'est un outil unique dont je vais parler tout à l'heure, qui est fait sur mesure pour construire un tunnel en particulier et qui doit donc être adapté à la roche à détruire. Enfin, les sondages carottés permettent de connaître le type de déblais qui sont engendrés par les travaux. On va pouvoir déterminer le potentiel de valorisation des déchets parce que creuser un métro, c'est aussi engendrer une quantité astronomique de déchets qui sont chiffrés à 45 millions de tonnes rien que pour le Grand Paris Express. En 2012, la Société du Grand Paris a donc mis en place son schéma directeur des déblais pour déterminer comment valoriser au mieux les déblais issus des chantiers. Cela donne lieu à des partenariats particulièrement intéressants. Par exemple, à Sevran, le projet Cycleterre a pour objectif de mettre au point une fabrique de briques en terre crue issues des déblais du Grand Paris Express pour être réutilisées dans la construction à proximité du chantier. Du coup, cela permet de valoriser les déchets en les réutilisant et tout ça en circuit court. Mais d'ailleurs, en parlant de déblais, comment est-ce qu'on creuse un métro? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite sur le deuxième site que j'ai visité. Ici, on va creuser un sujet qui me passionne tout particulièrement puisque je vais vous expliquer comment on construit un métro avec les technologies actuelles. Parce que, évidemment, on ne construit pas un métro aujourd'hui comme on le faisait en 1900. La ligne 1 du métro de Paris, par exemple, a été réalisée par tranchée ouverte, c'est-à-dire qu'on a carrément ouvert la chaussée pour venir y glisser les tunnels du métro.
et ce qui explique par ailleurs pourquoi la ligne suit scrupuleusement le tracé des boulevards juste au-dessus. Comme vous l'imaginez, il est impensable aujourd'hui d'éventrer la banlieue pour venir y glisser un métro. Il existe toujours différentes méthodes aujourd'hui, mais la plus sûre et la plus efficace, surtout pour un chantier colossal comme le Grand Paris Express, dont 90% du tracé est souterrain et compte tenu des obstacles en surface, c'est d'utiliser des tunneliers. Un tunnelier, c'est un engin qui permet d'excaver le sol pour ensuite venir installer des tunnels. Pour le Grand Paris Express, c'est le fabricant allemand Ehrenknet, que je prononce sûrement extrêmement mal, qui a été choisi pour fournir tous les tunneliers des chantiers. Et justement, le 20 mars, j'ai eu l'occasion d'aller découvrir celui d'Arcueil-Cachan qui va bientôt partir en direction de Villejuif. Toute la journée, les visiteuristes ont pu monter tout en haut de l'immeuble qui surplombe les chantiers. Et quand on se penche, on a une vue imprenable sur le puits du chantier. Car oui, c'est là que tout commence. Avant toute chose, il faut creuser le puits d'entrée et le puits de sortie du tunnelier, car il ne commence pas à creuser à partir de la surface. Il faut donc creuser un puits assez large dans lequel on va venir descendre toutes les pièces du tunnelier pour ensuite le monter sur place. Pour les tunneliers du Grand Paris Express, on est sur des appareils de 10 mètres de large pour 100 mètres de long qui creusent en moyenne 12 mètres par jour et qui pèsent 1650 tonnes. Ces appareils 3 en 1 sont très perfectionnés car ils permettent de creuser, construire et déblayer. D'abord, au niveau de la tête du tunnelier, on a la roue de coupe, une sorte de très grand disque cranté qui va venir forer le sol. Et comme cela le fragilise beaucoup, juste après se trouve le bouclier qui permet de sécuriser la zone avant la construction des tunnels. Parce que justement, après le passage de la tête de coupe, c'est le moment de construire. L'érecteur du tunnel, positionné dans ce qu'on appelle la jupe, permet de poser les voussoirs, des portions circulaires en métal puis en béton qui, une fois assemblées, permettent de constituer un anneau du futur tunnel. En tout, il faut 7 voussoirs pour former un anneau complet. L'avantage du tunnelier, c'est qu'au fur et à mesure du forage et de la pose des voussoirs, il est capable de s'appuyer sur lui-même pour avancer en toute sécurité grâce aux vérins hydrauliques qui sont situés au niveau de la jupe. Finalement, à force de creuser la terre, le tunnelier génère des masses de déblais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont directement évacuées au sein du train suiveur. En effet, au fur et à mesure que le tunnelier s'enfonce dans la terre, il est rallongé d'un train suiveur dans lequel se pilotent les opérations, mais aussi au travers duquel circulent les déchets pour être évacués jusqu'à la surface. Une fois son chemin parcouru, le tunnelier arrive jusqu'au puits de sortie qui va permettre de l'extraire et à terme, ces puits vont servir d'ouvrage de service ou de future gare pour rentabiliser l'espace qui a été creusé. En tout, pour creuser les 200 km de voies du futur métro, on compte sur 21 tunneliers qui devraient tous être en service en 2020. Mais bien sûr, un métro, ce n'est pas seulement des tunnels, mais aussi des gares pour accueillir les voyageurs. Voyons donc à présent le grand défi que représente leur construction. Cette fois-ci, on est sur la passerelle d'accès au quai de la gare de Clamart. Cela fait déjà plusieurs années que le quartier est complètement en travaux, pourtant on n'est pas en train de rénover ni les quais du Transilien ni la gare SNCF. On n'est pas non plus en train de creuser un puits pour le futur tunnelier parce qu'il va arriver de Bagneux au printemps 2020. En réalité, ici on est en train de construire une future gare de la ligne 15 du Grand Paris Express, ce qui est une prouesse particulièrement exceptionnelle car il faut réussir à glisser la nouvelle gare sous l'actuelle gare SNCF sans pour autant interrompre le trafic pendant des années. Cela a notamment donné lieu à un week-end de travaux particulièrement impressionnant pendant le 15 août 2017 où il a fallu procéder au ripage du toit de la future gare de Clamart. Et on va voir ça tout de suite. Effectivement, pour cette opération, les équipes avaient seulement 100 heures top chrono pour installer le toit de la future gare. Pour ce faire, on a d'abord coulé la dalle de béton qui sert de toit et on a dû arrêter totalement le trafic du Transilien pendant 3 jours. En effet, il a fallu retirer une partie des voies préexistantes du Transilien pour laisser la place à la dalle de béton qu'on a ripée, c'est-à-dire qu'on a glissé jusqu'à son emplacement final. Dit comme ça a l'air très simple, mais il a fallu 3 heures pour déplacer la dalle de 7000 tonnes sur 60 mètres. Une fois calée, il a fallu réinstaller les voies du Transilien sur le toit de la gare pour permettre la reprise du trafic.
C'est une des nombreuses illustrations de la complexité que représente la construction des gares, qui sont des édifices beaucoup plus impressionnants que les stations du métro parisien. La plupart d'entre elles vont devoir s'insérer dans des espaces urbains déjà très denses et à des profondeurs inédites pour le métro, puisque certaines d'entre elles seront situées jusqu'à 50 mètres sous le sol. Autre exemple, la future gare de La Défense est un chantier à l'image du Grand Paris Express. On estime à 17 ans la durée des travaux rien que pour cette gare, à cause des difficultés rencontrées dans le sous-sol et parce que la gare est censée être située sous le centre commercial des Quatre Temps qui ne peut pas être fermé pour des raisons commerciales. Vous voyez donc que le Grand Paris Express n'a pas fini ses exploits et va rythmer l'aménagement de la région francilienne pendant de nombreuses années encore. Si ce sujet vous a intéressé et que vous aimeriez en savoir plus, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site du Grand Paris Express qui a été une mine d'or pour moi pour réaliser cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt dans le métro. Salut! En fait, j'aurais grave dû faire une pancarte genre abonnez-vous, merci Citron.